Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Maire de la Garenne-Colombes, candidat à la présidentielle, LR. Philippe Juvin, mais aussi, avant tout, professeur anesthésiste, réanimateur, chef du service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. Philippe Juvin, on va commencer avec le Covid. Évidemment, cette 5e vague commence de façon fulgurante, c'est ce qu'affirme le porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'une 3e dose injectée à tous les adultes limiterait la circulation du virus? Écoutez, l'agence américaine de la FDA a demandé la semaine dernière à ce que tous les gens qui ont reçu une dose de vaccin, quel que soit leur âge, il y a plus de 6 mois, soient vaccinés en 3e dose. Moi, je suis très favorable à ça parce qu'effectivement, ça explose. Si la vague arrive, comme elle arrive au mois de mars en 2020, en fait, nous n'avons pas les moyens de soigner les gens. L'hôpital est devenu trop affaibli, donc il faut absolument se donner tous les moyens. Moi, je suis favorable à la 3e dose ouverte dès maintenant à tous ceux qui ont été vaccinés il y a plus de 6 mois, quel que soit leur âge. Et la vaccination des 5-12 ans ? Il y a quelques données scientifiques. Je trouve qu'il y a assez peu de données scientifiques. Il y a quelques études qui montrent que, manifestement, c'est pour employer un mot français, safe. La réalité, c'est qu'on n'a pas suffisamment de recul. Je pense qu'il faut qu'on se donne... Attendre ? Je pense qu'il faut surtout faire tout ce qu'on peut faire sur les plus de 12 ans. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, sur les plus de 85 ans en France, quand vous avez 85 ans, vous êtes moins vacciné que quand vous en avez 45. En 1re et 2e dose. Donc on est très en retard sur les très âgés. Je pense qu'il faut déjà qu'on rattrape ce retard plutôt que parler des 5-12. Même si la France est un des pays les plus vaccinés du monde, et on voit la différence par exemple avec l'Autriche. L'Autriche qui a tardé à mettre en place un pass sanitaire et qui aujourd'hui est reconfinée. Oui, et l'Allemagne. C'est l'exemple, ou l'Allemagne. Alors l'Allemagne, c'est très intéressant parce que l'Allemagne, il y a deux parties. Il y a en gros l'ex-Allemagne de l'Ouest et l'ex-Allemagne de l'Est. Oui. Et il y a un grand retard de la vaccination dans l'Est. Et là, on voit que ça flambe. À l'Ouest, c'est un peu comme chez nous. Il y a des pays qui sont mieux vaccinés que nous. Quand vous regardez, je sais pas, l'Italie, l'Espagne, même la Belgique, je crois, et le Danemark sont mieux vaccinés que nous. En particulier, nous, notre problème, je vous dis, c'est les très âgés. Les très âgés, on n'est pas allé les chercher. Et ça, c'est un sujet de grande préoccupation parce qu'encore une fois, notre système hospitalier est à l'os actuellement. Oui, il est à l'os. Mais est-ce qu'il y a un afflux de patients à l'hôpital en ce moment? Alors, patients Covid. Oui. Il y a un afflux de patients, mais pas aujourd'hui un afflux de patients Covid. On a une montée toutes les semaines du nombre de patients Covid en réanimation. Toutes les semaines, c'est une montée tranquille, mais rapide, constante. Mais c'est pas le tsunami qu'on a vu au mois de mars. Mais je vous dis que dès aujourd'hui, le problème, c'est que nous sommes submergés, nos services d'urgence, par des non-Covid. Des gens souvent qui n'ont pas été traités depuis 1 an et demi, maltraités, des cancers qui ont évolué. La grippe aussi peut-être? Alors pas encore, heureusement. Oui. Et c'est une de mes inquiétudes. C'est que si nous avons ne serait-ce que le début de commencement d'une grippe, nous ne sommes pas capables d'y arriver. Je vais vous dire, il y a 20% de lits d'hospitalisation qui sont fermés actuellement en France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de personnel. On n'a pas d'infirmière, l'aide-soignante. Et évidemment, quand vous arrivez aux urgences et que je veux vous garder hospitalisé, ce qui est le cas dans 20% des cas en général pour les patients qui arrivent aux urgences, je n'ai pas de lit pour vous hospitaliser. Est-ce qu'il y a des vaccinés aux réanimations à Pompidou? Alors, à Pompidou, je ne crois pas actuellement. Mais le ratio, c'est quand vous êtes vacciné, vous avez 14 fois moins de chances d'aller en réanimation. Ou de risque, vous avez absolument raison. De chances d'aller en réanimation. Ça signifie que ce n'est pas un risque zéro, bien entendu, mais c'est quand même très réduit. Alors, parlons de l'hôpital. Est-ce qu'il y aura des réquisitions pour Noël? Est-ce qu'on sera obligé de réquisitionner des médecins, par exemple, parce qu'il n'y en a pas suffisamment, il n'y en aura pas suffisamment pendant les fêtes de Noël? Écoutez, moi je ne sais pas quelle sera la situation à Noël. Et ce qui est certain, c'est que si, même sans attendre Noël, maintenant, nous avons la vague qui arrive, on n'y arrive pas. Donc il va falloir prendre des mesures extraordinaires. Le rapport du comité scientifique du 5 octobre dit un chiffre extrêmement inquiétant. Il dit, en réanimation, 2/3 du personnel, aides-soignants, infirmières, ont des troubles anxieux et dépressifs. 2/3 du personnel. Donc on a un personnel qui est tellement usé qu'elle est là, notre inquiétude. Donc s'il faut réquisitionner, ok, mais vous savez, réquisitionner des gens qui n'existent pas, ça ne sert pas à grand-chose. Hôpital, j'ai vu des propositions ici ou là. Le Rassemblement national qui propose un moratoire sur les fermetures de lits. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Vous savez, les lits, on ne les ferme pas parce qu'on a envie de les fermer. Pourquoi un lit est fermé? En fait, quand on dit lit fermé, c'est quoi? C'est un lit indisponible parce qu'il n'y a pas le personnel. Donc, tant qu'on n'aura pas formé massivement du monde, on ne va pas y arriver. Donc, il faut former massivement du monde. Xavier Bertrand qui veut allonger la durée du travail dans le privé comme dans le public, c'est possible à l'hôpital? Tout est possible, mais vous avez vu l'état de déliquescence des gens qui sont crevés. Le sujet, c'est qu'il faut qu'on forme 2 fois plus d'infirmières et d'aides-soignantes.
Les infirmières... Les infirmières, il faut quoi 3 ans 3 ans pour oui, former mais une regardez, infirmière. mais oui, mais pardon. Oui. On les aura pas tout de suite. Non, c'est vrai, mais à force de dire, on me répond toujours ça. On les aura pas tout de suite. Bah, oui, mais il faut bien commencer. Donc il faut commencer. Rapidement. Donc il faut commencer rapidement. Bah oui, au mois de juin 2020, on aurait commencé juste après la première vague. On serait déjà des gens formés pendant 1 an et demi, qui seraient déjà en stage. Si on avait commencé en 2007 ou en ça aurait été 2012 encore mieux, bien ou sûr. en 2017. Mais je veux dire que l'épidémie, elle est là depuis mars 2020. Oui. Donc on a vu le truc arriver. Moi, dès avril 2020, je dis, il faut ouvrir il faut ouvrir les écoles d'infirmières et former des gens beaucoup plus qu'on ne le fait. Dès mars, avril, mai, juin 2020, on aurait commencé, nous aurions déjà du monde dans les hôpitaux. Ça a commencé, Philippe Juvin. Pardon. Non ? Est-ce qu'on n'a pas... ça a commencé avec le numerus clausus, avec... Vous parlez des médecins. Je parle des médecins, mais je parle des infirmières aussi. Sur les médecins, on a un peu augmenté de 10-20%, mais on n'en est pas là. Moi, je pense que les médecins, il faut doubler le nombre de médecins en formation. Doubler, Monsieur Bourdin, pourquoi ? Parce que déjà, on sait que d'ores et déjà, il y a 25% des postes de praticiens hospitaliers en France aujourd'hui qui sont vides. 50% des postes mi-temps sont vides. Les médecins ne veulent plus travailler temps plein. Moi, tous mes jeunes médecins, je les vois arriver, me demandent désormais des temps partiels, ne veulent plus travailler à temps plein. Il y a une modification d'attitude, des volontés de vie des uns et des autres. C'est une donnée macro. Donc il faut doubler le nombre de médecins. Moi, ce que je ferais, c'est que l'année prochaine, il y a 100 étudiants en médecine qui doivent passer en 2e année de médecine. Je leur dis que l'année prochaine, ils seront 200 à passer. Il faut commencer maintenant. Il y a un moment, il faut commencer. Enfin, écoutez, c'est fou cette histoire. Et les jeunes médecins généralistes, vous proposez 1 an obligatoire dans les maisons de santé pluridisciplinaires. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on a, pour les autres spécialistes, les gastro-entérologues, les cardiologues, on leur a demandé de faire leur dernière année d'internat comme docteur junior, et ce sont des médecins en réalité qui ont déjà leur thèse, donc ils peuvent exercer dans nos services, ce qui permet de renforcer leur formation, ce qui permet aussi de mieux fonctionner nous-mêmes, nos services. Moi, je veux faire la même chose pour les médecins généralistes. 1 an d'internat supplémentaire, et cette année d'internat, ils vont la faire dans les maisons de santé pluridisciplinaires. Monsieur Bourdin, le chiffre à connaître, c'est très simple. On a 1800 maisons de santé en France, pluridisciplinaires. On a 3600 médecins généralistes formés chaque année. Avec mon système, 1 an de plus d'internat qui est passé dans les maisons de santé pluridisciplinaires, je garantis dès le 1er novembre prochain, au minimum, en moyenne, 2 médecins généralistes par maison de santé pendant 1 an. Grève illimitée contre le pass sanitaire. En Guadeloupe, l'obligation vaccinale. Là encore, que feriez-vous ? Que feriez-vous ? Maintenant, une fois que la crise, vous savez, les rues brûlent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut éteindre l'incendie. Le vrai sujet, c'est qu'on a l'État l'impression... engage des forces logiques. Comment pouvons-nous faire autrement ? En plus, j'ai entendu par un de vos collègues sur une je ne sais plus quelle antenne qu'il y avait même eu des armes qui avaient été volées. Donc c'est normal d'envoyer des forces de l'ordre pour pouvoir réagir. Mais le vrai sujet, c'est que ça vient de très loin. C'est que la Guadeloupe a été abandonnée en matière de services publics. C'est pour ça que moi je crois qu'il faut renforcer les services publics en France. Les services publics sont indispensables à la cohésion de la nation. Et la Guadeloupe a été abandonnée depuis des années. On en paye le prix fort. Oui, renforcer les services publics. C'est fondamental. C'est fondamental. Pour 2 raisons. Et pourtant, quand j'entends les débats, LR, c'est une course pour savoir qui supprime le plus de fonctionnaires. Vous m'avez entendu courir. Vous m'avez entendu courir. Je ne parle pas de vous, je parle des 4 autres. Il ne vous a pas échappé que j'étais candidat à cette primaire. Oui, mais je parle des 4 autres. D'accord, mais justement, il y a une différence. Moi, je suis le candidat des services publics. Pourquoi ? Parce que je crois que les services publics, c'est à la fois de l'égalité de traitement sur le territoire, mais aussi un facteur de prospérité. Quand vous avez un enfant qui ne sait pas lire en 6e, vous pouvez être certain, quand l'école ne fonctionne pas, qu'il ne va pas fabriquer un vaccin 20 ans plus tard. Donc un service public actif, c'est indispensable. Moi, je ne diminuerai pas, Monsieur Bourdin, le nombre de fonctionnaires. Pourquoi ? On manque d'infirmières, de policiers, de douaniers, on manque de tout. Et on va diminuer aujourd'hui le nombre de fonctionnaires. Enfin, on est tombé sur la tête. Mais vous allez vous ranger, si vous êtes battu, derrière un candidat qui, lui, veut diminuer le nombre de fonctionnaires. D'abord, j'espère bien ne pas être battu, pardon de vous le dire. Non, j'ai dit si. Oui, j'ai dit si, vous êtes battu. Si je suis battu, je ferai peut-être partie d'une équipe, et dans cette équipe, je dirais, voilà ce qu'il faut faire. Je pense, je vous le dis, vous me posez la question, je pense que c'est une erreur de diminuer actuellement le nombre de fonctionnaires. Je pense qu'il ne faut pas le diminuer. Il faut prendre des fonctionnaires qui, aujourd'hui, ne sont pas au contact du public, reprendre les postes, dispatcher les postes au profit de contact avec le public. Vous savez que dans la fonction publique hospitalière, c'est dingue. Il y a autant d'équivalents temps plein administratif que d'équivalent temps plein de médecins. On est sur la tête. Moi, je veux diviser par 3 le nombre d'administratifs à l'hôpital public. C'est pareil dans la police. La Cour des comptes, il y a 2 jours, a publié un rapport avec Moscovici qui dit la chose suivante. Oui, il y a eu des efforts considérables faits par les gouvernements depuis 10 ans sur le budget de la police. C'est réel.
Mais en réalité, le taux d'élucidation a baissé. Et des postes nouveaux. Le taux d'élucidation a baissé. Oui. Ça signifie qu'en fait, on voit bien qu'on utilise mal les choses. Moi, je veux que la fonction publique elle soit mieux utilisée au contact des individus. Bien. Didier Raoult, la PHM annonce l'ouverture, Assistance publique des hôpitaux de Marseille, annonce l'ouverture d'une enquête interne après plusieurs témoignages de membres de l'IHU de Marseille dirigés par Didier Raoult. Iriez-vous jusqu'à qualifier Didier Raoult de charlatan ? Non, parce que le code de déontologie m'interdit de dire du mal de mes collègues. Et donc je ne vais sûrement pas commencer maintenant. Qu'un certain nombre de ces études n'aient pas eu la qualité nécessaire pour être qualifiées de bonnes études, moi, je l'ai dit plusieurs fois, parce que je les ai lues, ces études. Oui. Maintenant, sur le reste, il y a une procédure et je la laisserai ces études, procéder. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'elles ont, par ces exemple, études ? Quand vous avez des études où il n'y a pas de groupe témoin, où on a l'impression qu'on a retiré des patients parce que de l'étude, des résultats, parce qu'ils n'allaient pas dans le sens que voulaient donner les auteurs de l'étude aux conclusions, voilà, ce sont des études qui ne sont pas méthodologiquement satisfaisantes. J'avais envie de vous poser une question, mais dans quel monde vivez-vous ? Je vous dis ça parce que quand je regarde vos débats, j'entends parler de sécurité, d'immigration, c'est très bien. C'est très bien, mais pardon, mais la pandémie, on vient d'en parler. Mais oui, les problèmes sociaux. On commence à en parler, mais c'est bien. Mais bien sûr, c'est bien parce qu'on est tous les deux. D'éducation, on n'est pas 5 d'éducation ou 6. On en a parlé. L'éducation, on en parle vite fait. On en a parlé hier. Fait. Oui, enfin un peu vite fait quand même. Hein. Le manque de main d'œuvre, les salaires, et j'en passe. Et j'en passe. Et le réchauffement climatique, et j'en passe. Mais Monsieur Bourdin, écoutez, vous l'avez dit d'ailleurs. Vous avez dit il faut arrêter. Nous nous enfermons dans un petit monde qui finalement concerne évidemment le quotidien de beaucoup de Français, mais qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas le vôtre. Écoutez, Monsieur Bourdin, moi, je suis maire depuis 20 ans, je suis un homme politique. Oui. Et en même temps, je suis médecin. J'ai même été député européen pendant 10 ans. Donc, j'ai les deux activités. Je vois, de par ces deux activités, peut-être ce qu'un certain nombre d'autres gens ne voient pas. Voilà. Je vois la société devenir plus pauvre. Je vois les Français s'appauvrir. Ce sont des postures de la part de vos concurrents. Je ne parle pas de vous. Non, je ne parle pas de vous. Ne ramenez pas. Est-ce que de la part de vos concurrents, ce sont des postures ? Non, ce ne sont pas des postures. Je pense qu'ils considèrent, mais à raison, que l'immigration et la sécurité sont des problèmes majeurs. Regardez ce qui se passe en Guadeloupe. Moi, je crois simplement que nous devons parler de l'immigration, sécurité, oui. Sécurité en Guadeloupe, oui. Nous devons parler de tous ces autres sujets. J'en ai parlé hier dans le débat. Moi, j'ai un parcours qui est différent. Je n'ai pas le même parcours que les autres. Ce parcours, je le mets à profit. Je n'ai pas besoin de sondage pour savoir ce que pensent et vivent les Français. Je le vis. Voilà, je le vis tous les jours. Tous les jours, je vois l'hôpital qui tombe. Tous les jours, je vois des gens qui arrivent et qui sont pauvres et qui n'ont pas été soignés. Et dans mes fonctions de maire, c'est pareil et c'est parfois pire. Donc je sais tout ça. C'est pour ça que dans une compétition à 5, il en faut des différents. Moi, je suis celui qui est différent. Donc il y a un différent et 4 qui se ressemblent. C'est vous qui faites du commentaire politique. Non, c'est vous. Mais vous dites je suis différent. Oui, ça, je pense que je suis différent. Autres. Oui, je pense que j'ai un parcours qui n'est pas le même. Qui n'est pas le même. Un mot, quand même, de sécurité d'immigration, l'armée dans les banlieues. Je n'y crois pas du tout, mais on en a parlé hier. Moi, je pense que l'armée, elle n'est pas faite pour ça. L'armée, elle est faite pour défendre le territoire national. Il y a Sentinelle, soit. Mais si on en est dans un contexte particulier, Sentinelle. Mais si on en est à se poser cette question qui est quand même folle de l'armée qui mettrait de l'ordre dans les rues de nos villes, c'est qu'en fait la police est débordée parce que la police n'a pas les moyens qu'il faut. La justice n'est pas armée comme il le faut. Le sujet, c'est que quand on en vient à prendre de telles mesures, c'est qu'on court après l'incendie. Et vous n'avez pas remarqué, dans tous les domaines, j'ai l'impression qu'on prend des mesures quand ça brûle. Mais c'est comme si on décidait de construire la caserne de pompiers alors que l'incendie s'est déclaré. Est-ce que ça ne brûle pas parce qu'on prend des mesures aussi ? Est-ce que ça ne brûle pas parce qu'on est en train de démanteler les trafics de stupéfiants ? Ah oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction, de forte réaction dans les quartiers, dans certains quartiers, parce que dans ces quartiers-là, la police est en train de démanteler les trafics de stupéfiants ? Peut-être, je ne sais pas, c'est une hypothèse, c'est ce que dit le gouvernement pour justifier la situation. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que manifestement, les forces de police et la justice n'ont pas les moyens de remplir leur mission, puisqu'on est en train de se demander, est-ce qu'il ne faut pas confier à d'autres ces moyens ? Ça serait une grande erreur, franchement, que l'armée soit responsable de maintien de l'ordre dans nos rues. L'immigration, pourquoi parlez-vous toujours d'immigration sous l'angle identitaire et non pas d'immigration sous l'angle travail ?
Je dis bien sous l'angle travail, parce que l'immigration travail, ça existe et on en a besoin. Mais bien sûr. Philippe Juvin, vous êtes d'accord? Mais c'est ce que j'ai dit hier encore au débat. Moi, je vais vous dire, je pense que l'immigration, il faut la traiter, c'est une question qu'il faut traiter de manière ferme, parce qu'il y a par exemple une immigration abusive, avec un droit d'asile qui est dévoyé. Il y a une immigration sociale à laquelle il faut mettre fin. Mais j'ai aussi déclaré durant ce débat qu'il fallait qu'on continue à accueillir, évidemment, les étudiants étrangers. Vous savez que dans la Silicon Valley, la moitié des licornes sont dirigées par des étrangers. Moi, je crois qu'un des problèmes de notre immigration, c'est que c'est une immigration que nous ne choisissons pas et c'est une immigration qui n'est pas qualifiée. Vous savez que seulement 20% des immigrés familiaux en France ont le baccalauréat. Seulement 20%. Donc on a un vrai sujet de qualification de notre immigration. Nous avons besoin d'étudiants pour nos facultés, nos laboratoires de recherche, et nous avons intérêt également à attirer à nous l'intelligence du monde pour la redistribuer. C'est aussi de l'intelligence et de l'influence française. Et c'est de l'influence française. Il y a aussi l'immigration travail. Alors l'immigration travail... Parce qu'on manque de main-d'œuvre. Exactement, ça dépend dans quel domaine. Comme vous le savez, le taux de chômage est 2 fois plus important chez les immigrés que chez les Français, les citoyens français. Donc ça montre que nous avons aussi échoué sur cette immigration de travail. Nous avons fait venir des gens qui n'avaient pas de travail. Sous-payés, mal logés, et aussi nous bien avons souvent. fait venir des gens qui ne sont pas bien logés, qui n'ont pas de travail, mais qui n'ont pas de travail. Attention, l'immigration de travail, elle est nécessaire dans certains domaines, mais vous voyez bien que ça n'a pas été le critère. Elle est nécessaire à l'hôpital aussi. Vous savez que la plupart des hôpitaux de France, la plupart des hôpitaux de France, en particulier les services d'urgence, sont tenus grâce à des médecins à diplôme étranger. Moi, j'ai dans mon service plusieurs médecins à diplôme étranger, et heureusement qu'ils sont là, en particulier les médecins tunisiens sont d'une très grande qualité. Je suis très heureux de les avoir. Vous croyez à la guerre des civilisations? À la guerre, je ne sais pas. En tout cas, je vous ai crois... entendu dire ça, pas à la guerre peut-être, mais non, vous dites que la civilisation est menacée, la civilisation française est menacée. Non, je crois qu'il y a une civilisation européenne, dont il faut être conscient qu'elle a inventé des valeurs que je crois être supérieures. Par exemple, la liberté, la démocratie parlementaire, c'est la civilisation européenne. Et il faut que nous soyons conscients de la supériorité d'un certain nombre de ces valeurs et de ces inventions pour vouloir la défendre. C'est ça le sujet. Je ne crois pas à l'hyper-relativisme. Tout ne se vaut pas. La liberté, c'est une valeur de la civilisation européenne et elle vaut d'être défendue. Éric Ciotti vote Éric Zemmour ou Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, vous aussi? Ah non, mais moi je ne voterai pas Éric Zemmour. Pourquoi? Parce que Éric Zemmour, c'est la blessure. Vous ne votez pas Zemmour, vous votez Macron? Mais je vote Macron. Pourquoi? Parce que Éric Zemmour, c'est la blessure. Je veux dire, s'il s'agit de dire que l'immigration, ça ne va pas, l'éducation, ça ne va pas, je suis d'accord avec lui, il y a un problème majeur. Mais c'est la blessure parce que je pense à tous ces Français de culture musulmane ou de religion musulmane qui, comme vous, aiment la France, comme vous, veulent que leurs enfants fassent bonnes études, comme vous, veulent travailler, comme vous, participent à la vie de la nation. Et on est en train de leur dire, même si c'est plus compliqué que ça, j'entends, parce que vous vous appelez Karim, en fait, vous ne serez pas, quels que soient les efforts que vous ferez, quel que soit l'amour que vous porterez à la France, vous ne serez jamais totalement français. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, ces gens-là, qui aiment comme moi la France, qui veulent comme moi que leurs enfants aient un avenir, je les embrasse comme mes frères en citoyenneté. Et je ne veux pas blesser ceux qui, comme moi, aiment la France. Je vais terminer avec les prix et les salaires, parce que c'est l'une des préoccupations majeures des Français aujourd'hui. On parle d'immigration, de sécurité, mais très bien. Mais les salaires, les augmentations de salaires. Quelle est votre idée? Comment faire pour augmenter les salaires aujourd'hui en France? Moi, d'abord, je ne crois pas à la magie. Je fais de la politique comme je fais de la médecine. Je m'appuie sur des faits. Aujourd'hui, il est faux de penser qu'on va pouvoir augmenter d'un coup de baguette magique les salaires. Pardon de vous le dire un peu brutalement comme ça. Mais j'entends partout. Mais moi, vous m'entendez, vous ne m'entendez pas le dire. Non. Moi, je parle différemment. Encore une fois, vos concurrents le disent. Mais je parle différemment. Je vous dis que actuellement, la richesse française, qui est toute petite, c'est ça. S'il s'agit de se distribuer dans cette richesse quelque chose qui est en fait de la pénurie, ça ne marche pas. Moi, je veux augmenter la richesse du pays. On ne peut pas, Monsieur Bourdin, distribuer de richesse significativement et d'une façon pérenne si on n'a pas augmenté la quantité de richesses qui sont produites. C'est ça le sujet. Le vrai sujet, c'est le déclassement. Le vrai sujet, c'est l'emploi. Le vrai sujet, c'est le chômage. Quand vous voulez redistribuer du pouvoir d'achat, vous devez... Il faut de la croissance et il faut de la production. Et des emplois.
Et des emplois. C'est pour ça que je pense qu'il faut refaire venir sur le territoire un certain nombre d'emplois qui sont partis. C'est pour ça que j'ai demandé, par exemple, à ce qu'on mette en place une fiscalité patriotique pour les entreprises, faire en sorte que les entreprises aient plus intérêt à venir en France parce que la fiscalité est favorable. C'est pour ça que je crois aussi à la nécessité d'un taux de TVA divisé par 2 pour tout produit fabriqué dans l'Union européenne par rapport au même qui vient de l'extérieur. Nous devons reproduire dans le pays, nous devons recréer des richesses avant de les distribuer. Sinon, tout ça, eh bien, ce sont des fables. Merci Philippe Juvin d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV. Il est 8h53 presque.